Deux invités avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse pour discuter de la situation de marché. Nicolas Chéron est avec nous, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Bonjour à Laurent Chauderge également qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes gérant chez BDL Capital Management. Je commence avec vous Nicolas. Vous êtes venu avec une liste de records. Les records sont faits pour être battus et c'est exactement ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Oui, effectivement Grégoire, c'est un long fleuve tranquille. Nouveau record sur le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500. Nouveau record historique aussi cette semaine en clôture sur le DAX, l'indice allemand, qui a donc dépassé les cours pré-Covid. Le CAC est un petit peu à la traîne, dirons-nous, comme d'habitude, avec sa sous-performance habituelle. Mais bon, nouveau record annuel. On flirte avec les 5800 points, la zone pré-Covid également. Alors, tous ces records sont dus à d'autres records. Records de flux entrants sur les marchés actions ces 2 derniers trimestres. En fait, depuis 20 ans, on a des records qui sont battus en permanence, à la hausse comme à la baisse. Et après des flux sortants en 2018 puis en 2020 avec le Covid, en 2021, c'est une explosion des flux entrants, tout simplement parce que le marché action est aujourd'hui la seule possibilité d'avoir de la liquidité et du rendement. On a un record. 2 records historiques avant-hier. C'est quoi un record de record historique ? En fait, on n'a jamais vu autant de valeurs du Nasdaq et du S&P 500 inscrire des nouveaux records historiques en une seule séance. Et ce record est 2 fois supérieur au précédent. C'est des milliers de valeurs qui d'un coup profitent de l'élan haussier et battent de nouveaux records historiques. J'ai vu que c'était près de la moitié des valeurs de ces indices-là, près de 50% de ces valeurs qui sont sur des plus hauts historiques. Oui, et on regarde, pour ceux qui font de l'analyse technique, lorsqu'on a des grandes vagues haussières et baissières, le pourcentage de titres qui évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances, qui est la moyenne mobile de référence à long terme, et on approche de 90% des titres qui sont au-dessus. En gros, tout va bien. C'est bien, tout le monde participe à la hausse là. Alors, c'est assez rare. Et c'est vrai que c'est un phénomène d'ultra-liquidité qu'on retrouve dans ces marchés parce que, en plus des professionnels, on a les particuliers qui sont à des records historiques de flux entrants. Alors, il suffit de regarder les dates auxquelles le gouvernement américain a envoyé les chèques et on voit que le mois suivant, on a un record historique de flux entrants chez les courtiers, notamment Robinhood, dont on a parlé récemment, et sur toutes les petites valeurs. Et sur le marché options, sur le marché options, on est passé de 10 millions de contrats options traités à 30 millions en l'espace de quelques semaines. Donc, on peut anticiper qu'à la prochaine vague de chèques envoyés aux États-Unis, les flux entrants des particuliers continuent également. Et puis, on a les professionnels et les particuliers. Et eux tous sont aidés par qui ? Bien évidemment, les banquiers centraux qui, eux, injectent. Ça part de là. Comme jamais on a injecté dans les marchés financiers. Aujourd'hui, la capitalisation boursière mondiale, nouveau record d'ailleurs, c'est le Warren Buffett Indicator. C'est la comparaison de la capitalisation boursière mondiale avec le PIB mondial. On atteint les 125% du PIB mondial. On a donc dépassé nos plus hauts de 2008. Est-ce que tout ça est excessif ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une euphorie généralisée sur les marchés ? Je le disais, les records sont faits pour être battus et généralement, des valeurs qui sont au plus haut historique, vous me corrigez si je me trompe, ont toutes les chances de continuer leur progression à la hausse, Nicolas. Effectivement, c'est ce que je recherche en ce moment, notamment pour nos lecteurs. C'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui étaient sous leur cours d'introduction et leur plus haut historique qui sont en train de les casser. Et on a des valeurs qui étaient déjà haussières qui inscrivent de nouveaux records historiques. Or, statistiquement, une valeur qui casse ses plus hauts historiques a plus de probabilité de hausse que n'importe quelle autre valeur. Donc, c'est comme un flux qui s'auto-entraîne, avec bien évidemment des opérateurs gérants et particuliers qui courent un petit peu après le papier. Alors, y a-t-il de l'euphorie ? Non, pas d'euphorie globale. C'est-à-dire que quand on regarde les indicateurs tels que le ratio put-call ou tels que le CNN Money Fear and Greed Index, c'est l'indice peur et avidité, on est à 65 sur 100. L'euphorie, c'est quand on est à 85-90. Donc, il n'y a pas d'euphorie global. Par contre, on a des foyers, des poches d'euphorie. Alors, bon, rapidement, je ne voudrais pas parler d'euphorie sur les cryptos parce que selon moi, c'est un méga trend et on a effectivement une adoption généralisée et mondiale qui justifie cette hausse du marché des cryptos qui dépasse aujourd'hui les 1200 milliards de dollars. Mais je pense plutôt aux petites valeurs.
les petites valeurs, en fait, depuis 3 mois, se sont mis à surperformer les big caps dans des proportions jamais vues. Je vous prends un exemple, entreparticuliers.com. Le PDG... Dont on parle rarement. Hein. Oui. C'est vraiment valeur qui fait rarement l'actualité. Là, je vous prends un exemple parmi les small caps qui montre à quel point on est dans quelque chose d'assez fou. La société était à 70-80 centimes. Le PDG en vend au mois de novembre à ce prix-là. Elle est à combien aujourd'hui? Elle a touché 24 €. La société pèse plus de 50 millions de capitalisation boursière pour un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Ça, pour vous, c'est une poche d'exagération. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et c'est des particuliers beaucoup qui sont... Et c'est beaucoup de particuliers. Et on retrouve ça en France et aux États-Unis sur toutes les petites valeurs. On a aussi à plus grande échelle les SPAC. Aux États-Unis, nouveau mode d'introduction boursière. On a eu plus d'entrées en bourse via les SPAC que via les introductions boursières classiques en 2020. Et en 2021, ça continue à des vitesses effrénées. Or, on a quand même 10% de ces projets qui n'aboutissent pas. Ouais. Et on a aujourd'hui des flux entrants de particuliers qui sont vraiment extrêmement forts, avec des performances magnifiques, certes, quand on est dans le courant, mais il ne faut pas être le dernier rentré. Alors, tout va très vite. Effectivement, je crois que vous étiez venu en fin d'année dernière, Nicolas, nous parler notamment du thème des semi-conducteurs, du thème des matériaux de base également. À ce stade, j'allais dire, est-ce qu'on a déjà consommé tout le potentiel sur ces secteurs qui sont bouillonnants l'un et l'autre, hein, avec l'idée d'une réouverture des économies, on est en pénurie sur les composants électroniques, notamment pour l'automobile. Qu'est-ce que vous retenez là du parcours justement de ces deux secteurs depuis 2 mois, Nicolas ? Alors, je retiens encore une fois que les marchés ont clairement anticipé, puisque cette hausse a démarré déjà il y a 3-4 mois maintenant. Nous étions chez Zone Bourse dans nos portefeuilles vraiment positionnés sur ces sujets-là. Je vous avais parlé à un moment de la reprise, bien évidemment, de la croissance attendue pour 2021, mais aussi de l'accord de libre-échange qu'on avait eu entre tous les pays asiatiques, du secteur des semi-conducteurs qui était tiré par de multiples raisons et qui aujourd'hui est en pénurie. Avec les positions, si vous voulez, qu'on a et les gains qu'on a, pour l'instant, on se laisse porter par les flux, que ce soit sur les matériaux de base et les semi-conducteurs. On conseille à nos lecteurs, voilà, de temps en temps, peut-être de matérialiser un peu de bénéfices pour se faire du bien et au portefeuille et au cerveau, en termes de tranquillité, et puis peut-être de remonter des stops de protection afin de couper des positions si certaines d'entre elles venaient à perdre pied. Mais quand on regarde les dynamiques de BCI, ASML, STM, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Ouais. Sur les matériaux de base, on peut noter aussi des très bonnes publications. On a encore ce matin Eramet qui publie des résultats supérieurs aux attentes, qui prend 15%, qui a pris, je crois, 200% ces derniers mois. Donc, j'appellerais ça le jeu des chaises musicales. Voilà. Tout le monde est dans le marché, tout le monde veut aller dans le marché. Les secteurs les plus haussiers montent plus vite que les autres. Tant que la musique bat son plein, tout va bien, on reste positionné. Mais on ne se laisse pas bercer par, pas encore de l'euphorie, on l'a dit, mais par cette douce musique haussière, parce que on sait que c'est dans ces moments-là que les marchés aiment bien, pour X ou Y raison, peut-être la remontée forte de l'inflation, prendre des bénéfices. Bon, la dernière fois que ça a baissé de 5% entre début janvier et fin janvier sur le CAC. On avait fait 5007, 5004 avant de repartir tout au long du mois de février jusqu'à plus de 5800 points. Si tout monte, Nicolas, comment est-ce qu'on fait le tri là ? Est-ce qu'il y a un actif en particulier que vous avez envie de surveiller aujourd'hui ? Alors, je voulais vous parler de 2 choses. La première, je voulais rebondir en fait sur la publication de M6 avec des résultats supérieurs aux attentes, salués par le marché. Ça, c'est un call qu'on a donné récemment à nos clients, constatant qu'il y avait potentiellement des mouvements qui pouvaient se faire dans le secteur. Le fait que ça bouge dans les médias avec Vivendi, Bolloré, etc. ne fait que confirmer notre idée. Les volumes historiques entrant fin janvier ont été très forts. Et aujourd'hui, avec cette publication, le marché salue les résultats. Et je trouverais dommage en fait de sortir la position maintenant. Je pense qu'il convient mieux, encore une fois, soit de remonter ses stocks de protection, soit d'en couper un petit bout, mais de garder la ligne en portefeuille et de se laisser porter, parce que sait-on jamais, peut-être qu'il n'y a pas eu de fumée sans feu sur ce dossier. Ne vendons pas trop vite M6 alors. Voilà. Très bien. Après, il y avait un deuxième actif que je trouve assez intéressant, c'est l'argent. Autant l'or pâtit de la remontée des taux réels, autant les cours de l'argent se tiennent particulièrement bien. Et puis on a
failli assister à une sorte de short squeeze sur les cours de l'argent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un flux entrant acheteur qui était très fort dans le but un peu de se faire racheter peut-être certains acteurs qui étaient baissiers sur ce métal. On bloque sous les $30 et tant qu'on bloque sous les $30, pour moi, on peut en avoir un petit peu en accumuler. Mais si on venait, je ne sais pas moi, la semaine prochaine ou dans 3 mois à casser cette barrière psychologique, je pense que ce serait un call de diversification intéressant, et on peut voir qu'à travers la planète en ce moment les achats d'argent sont absolument énormes en physique. On voit aussi des sociétés qui ont des ETF ou des fonds dans l'argent qui sont en train de modifier leur statut, laissant entendre aux investisseurs que s'ils les demandent, ils pourraient ne pas les avoir. Donc il y a quelque chose qui bouillonne aussi sur ce sujet-là. À surveiller l'argent, $27 l'once en ce moment. Si on casse les $30, vous dites ça devient stratégique là sur plusieurs mois peut-être pour l'once d'argent. L'argent qui est aussi un métal, oui effectivement, avec un usage réel et notamment dans la transition énergétique. C'est un des métaux importants de la transition énergétique. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron qui reste avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse.